Bien, mesdames, messieurs les élus, mais il n'y a pas que des élus. Je voudrais tout de même saluer en particulier le président du PETR, la personne de Yannick Villemain, et vous dire que je suis très heureux de vous accueillir pour cette exposition qui, en réalité, est la troisième que nous faisons sur l'habitat. Et vous aurez l'occasion de le voir. Je trouve que l'exposition est de très grande qualité, comme celles qui ont précédé d'ailleurs. Donc très heureux de vous accueillir ici à la Maison de l'Habitat et du Territoire pour inaugurer cette exposition. Et puis ensuite assister à la conférence de Romaric Duchesne. Alors, chaque année, nous avons à cœur... vous m'entendez bien, là? Ça suffit? Vous m'entendez, au fond, Laurence? Oui. Chaque année, nous avons à cœur d'explorer de nouvelles thématiques pour tenter de creuser collectivement ce sujet complexe et essentiel qu'est l'acte d'habiter. Alors, habiter un lieu implique bien entendu la question du logement en tant que tel, mais interroge aussi de manière directe notre mode de vie. De tout temps, la question de la pratique d'une activité de subsistance, que l'on nomme de nos jours un emploi, a conditionné notre type de logement et notre lieu d'habitation. Cette quasi-évidence a cependant été remise en cause au cours des dernières décennies. Le contexte actuel, la forte structuration des réseaux de transport, le développement des outils de solutions numériques autorise un éloignement important entre lieu de résidence et lieu de travail. Et même si ce n'est pas une observation scientifique, j'avais aussi observé que les 35 heures avaient permis, ou parfois le temps libéré par les 35 heures avait permis l'éloignement du lieu de travail pour un certain nombre de personnes. Il en est de même pour les activités de loisirs ou le commerce, autrefois pratiquées dans un environnement proche du lieu d'habitation. Elles sont aujourd'hui repoussées aussi loin que la rapidité des modes de transport et que notre budget nous y autorise. L'hypermobilité a considérablement modifié notre rapport au lieu, au territoire, dont le périmètre se sont élargis autant que leur esthétique et leur signification ont perdu en singularité et en précision. Avant de s'étendre à l'individu, l'hypermobilité s'est en premier lieu appliquée aux biens. La mondialisation des échanges commerciaux a bien entendu apporté son lot de progrès et de confort, mais a aussi participé à déresponsabiliser producteurs et consommateurs vis-à-vis de l'impact environnemental des biens que nous convoitons. Les bouleversements technologiques qui se sont succédés au cours des 200 dernières années ont eux aussi apporté leur lot de progrès en termes de connaissances, de confort de vie, de santé, d'émancipation des individus, d'accès aux loisirs et à la culture. Ils n'ont cependant pas tenu la promesse d'un monde meilleur et équitable pour tous. Et en l'absence de régulation, ils alimentent dangereusement la spirale qui menace aujourd'hui toute la chaîne du vivant. Dans ce contexte, face à la nécessité d'une mutation urgente de nos modes de vie, nous vous invitons à travers cette exposition à nous interroger sur notre façon d'habiter et sur comment la manière dont l'humanité a fait évoluer son habitat de la préhistoire jusqu'à nos jours. Cela peut nous inspirer pour envisager de nouvelles manières de bâtir, surtout en ce moment, des contraintes à la sobriété foncière, c'est une bonne chose, et de réhabiliter en réponse aux enjeux sociaux et environnementaux de notre époque. Pour nous y aider, nous avons fait appel à 5 conférenciers, alors pas tous ce soir, et à 2 collectifs d'habitants qui viendront tour à tour chaque mercredi soir, pour les 3 semaines, témoigner, éclairer, alimenter nos réflexions sur ce sujet. Vous verrez, c'est très intéressant. Nous accueillerons notamment un ingénieur spécialisé dans la conception
et la rénovation d'ouvrages à faible impact environnemental. Nous accueillerons également un lauréat du concours Lépine, 2 architectes et les représentants des collectifs Écoline de Saint-Dié-des-Vosges et de la Manif d'Ouécourt du village éponyme. Pour la conférence de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romaric Duchesne, historien, responsable du centre du CIAP, du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du PETR du Pays d'Épinal, Cœur des Vosges, qui a co-conduit cette exposition avec Dominique. Venez, approchez-vous, Dominique, qu'on vous voit, puisque vous avez initié cette exposition. Dominique Licavoli, du service Habitat de la communauté d'agglomération, et qui ont aussi été accompagnés par l'homme qui tient l'appareil photo, Thierry Bisson, pour ce qui est de la mise en forme et de certaines photos. Voilà, donc je tenais à les remercier très sincèrement, parce qu'ils ont fait tous les 3 un super boulot. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, et j'espère que vous prendrez le même plaisir à voir cette exposition qui est vraiment très intéressante. Et puis, c'est toujours bon de refaire l'historique et les pourquoi et comment nous avons évolué. Et finalement, on se rend compte que ça évolue en très peu de temps. Si les premières évolutions de l'habitat se sont faites sur des siècles, là, elles se font sur des décennies. Et ça, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai été, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose, pour certains, ça n'en est pas une bonne, pour moi plutôt, de dire j'ai été élu très longtemps. C'est-à-dire, j'aurais fait 42, 43 ans de mandat, et rien qu'en 42 ou 43 ans de mandat, je vois comment une ville comme Épinal s'est reconstruite sur elle-même. Et ça, c'est spectaculaire. Alors, et aujourd'hui, on a un sentiment comme ça d'accélération de ces modes d'habitat et de notre urbanisme, parce que tout va plus vite, parce que à cause des modes de transport, etc., comme je l'ai dit, et bien d'autres raisons, notamment l'évolution numérique. Donc, à travers force d'exemples, ils vont vous montrer dans de nombreux, notamment les exemples vosgiens, comment de tout temps notre logement constitue le reflet de notre mode de vie. Voilà, merci de m'avoir écouté, et Romaric, je vous passe tout de suite la parole. Parce que je bouge beaucoup quand je parle. Hop. Alors bonjour à tous, merci d'être venus donc aussi nombreux pour cette petite intervention donc, sur le thème de l'évolution de l'habitat, reflet de nos modes de vie. Alors avant de commencer vraiment dans le vif du sujet, peut-être une petite introduction pour vous expliquer un petit peu le titre de cette exposition, mais surtout de cette conférence, puisque quand on m'a demandé d'intervenir justement sur le thème de l'évolution de l'habitat, on a tout de suite dit reflet de nos modes de vie, effectivement. Puis en creusant, vraiment, je me suis rendu compte que c'était certes un reflet de nos modes de vie, mais c'était aussi beaucoup plus. Puisque si on analyse par exemple ce qui s'est passé il y a très longtemps, c'est également le reflet de notre société, tout simplement. C'est un habitat qui peut avoir des composantes, certes architecturales, mais aussi historiques, politiques, ou même religieuses parfois dans certains types d'habitats, ou même militaires quand on parle de l'habitat fortifié. Et finalement, c'est un petit peu tout ça, ce qui veut dire qu'il y a énormément de choses à gérer. L'habitat aussi, c'est une question de choix, certes, de style, de mode de vie, mais ça peut être aussi une question de choses qui nous sont imposées. Ça peut être le climat, ça peut être le relief, ça peut être les matériaux disponibles à proximité. Donc on va essayer vraiment de faire une grosse synthèse un petit peu de tout ça pour évoquer ensemble donc, cette histoire de l'évolution de l'habitat. Donc on va essayer toujours de se centrer sur nos modes de vie, mais comme vous en doutez, je vais bien sûr devoir digresser régulièrement pour vous montrer que c'est beaucoup plus que simplement ça. Donc je vais essayer de tenir le timing. J'ai toujours tendance à être trop long, donc n'hésitez pas à faire des grimaces si jamais vous voyez que je suis trop long. Surtout que j'ai plus de 10 000 ans d'histoire à résumer, avec des années récentes beaucoup plus chargées, comme l'a dit M. Heinrich. Donc on va passer rapidement sur les parties les plus anciennes, puisque finalement, c'est celles qui sont peut-être les plus simples à synthétiser. On va commencer, comme toutes les histoires, par le début. Bien entendu aussi, autre petit point d'information, je vais me concentrer essentiellement, bien sûr, sur les Vosges. Quand je ne peux pas aller sur les Vosges, au moins sur la France, et quand on est un peu plus large, au moins sur l'Europe, bassin méditerranéen. Je ne vais pas vous faire l'habitat en Chine, en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. On va essayer de rester le plus proche possible de chez nous, sinon on en a encore jusqu'à demain.
En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans la notion de préhistoire, c'est que au début, bien entendu, nous étions face à des populations qui étaient nomades, puisqu'on suivait les troupeaux. Et donc, bien entendu, l'habitat, par conséquence, était donc un habitat de nomades. Donc, vous avez souvent donc, des cabanes temporaires. Souvent, c'était du bois, des pots. Ça pouvait être aussi des défenses ou des ossements, etc., avec donc cette vocation de pouvoir être déplacé régulièrement au fur et à mesure des troupeaux. Pour nous, c'est quelque chose qui est très ancien, mais si on regarde dans le monde entier, vous avez d'autres exemples d'habitats nomades, que ce soit au niveau des yourtes mongols, que ce soit les tipis des Indiens des Grandes Plaines. Voilà, l'habitat nomade, c'est toujours un habitat dont le but est d'être déplacé régulièrement. Ce qui va vraiment se passer dans notre histoire d'importance, ça va être ce qu'on va appeler la révolution néolithique. Cette révolution néolithique, c'est à partir du moment où l'homme a commencé à comprendre un petit peu comment fonctionnait l'agriculture. Et donc à partir du moment où on va avoir cette agriculture qui se met en place, on va avoir des communautés qui vont pouvoir se fixer quelque part sur un endroit, avec donc des plantations et également la domestication des animaux qui arrivent à peu près en même temps. Donc on n'a plus besoin de suivre les troupeaux, on a nous-mêmes nos propres troupeaux dans la domestication. Donc voilà un autre exemple d'habitat qu'on a mis également donc, dans l'exposition, puisque on va commencer à avoir petit à petit des premiers villages fixes qui s'implantent, on va dire, sur les territoires. Donc bien sûr, qui s'implantent en fonction des cours d'eau, en fonction du relief, en fonction des ressources naturelles, en fonction de la présence de gibier. Voilà, il y a énormément de facteurs qui font qu'on s'installe à tel ou tel endroit. Et progressivement, l'histoire va continuer. Donc on arrive progressivement dans le monde antique. J'ai été assez flou dans la chronologie entre l'Antiquité et la préhistoire, puisque en fonction des lieux, en fonction des thèmes, vous allez avoir des choses qui se développent de manière un petit peu différente. On va avoir ce qu'on appelle un phénomène urbain. Donc, par exemple, on a mis une cité en Turquie sur les panneaux. Là, j'ai souhaité en mettre une autre, tout simplement pour changer un peu l'iconographie. Mais disons qu'il y a un point qui est très important d'avoir en tête, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'agriculture, la domestication, et donc des villages sédentaires, on va avoir plein de concepts qui vont voir le jour. Le concept de pouvoir, le concept d'élite, le concept de choses qui ont de la valeur plus que d'autres, le concept de matières précieuses, le concept d'artisanat, le concept également religieux. Et donc tout ça, bout à bout, ça va commencer à créer ce qu'on appelle les premières sociétés, les premiers presque les États, les pays, enfin même les civilisations, si vous voulez, où toute une série de personnes va se réclamer de tel ou tel dieu, de telle ou telle religion, de tel ou tel État, de telle ou telle ethnie, etc. Donc on va avoir donc, les premières cités. Donc là, je vous ai mis Uruk, je vous en ai mis une autre, par exemple Babylone, dans les grandes cités connues. Et ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir donc, tous ces facteurs que je viens de vous mentionner qui vont attirer de la population, et on va arriver sur ce qu'on va appeler plus tard, au cours de l'Antiquité, des cités-États, c'est-à-dire des villes qui vont concentrer un pouvoir politique, économique, religieux, avec les habitants qui vont pouvoir donc bénéficier d'une certaine sécurité par l'intermédiaire des murailles. Et également, on va développer l'habitat et les occupations, souvent par quartier. Le quartier des temples, le quartier du commerce, le quartier du palais, etc. Bien sûr, quand on parle de cité-État, on tombe directement sur les cités grecques. Donc vous voyez, je suis un peu plus large que l'habitat en tant que maison, parce qu'il faut bien comprendre que l'habitat n'a de sens que si on regarde où il est situé, entre une ferme et une maison de ville. Donc là, vraiment, dans l'Antiquité, vous avez ce phénomène urbain. Où là, par exemple, si vous prenez le détail des cités-États, vous pouvez être citoyen grec, citoyen de la cité, tout en ayant une petite maison dans les champs. Mais vous avez vraiment ce phénomène de regroupement de la population dans des grands pôles, qui est vraiment quelque chose de typique de l'Antiquité. Bien sûr, nous avons Rome, qui va être importante, puisque là, on va commencer à toucher la France, puisque, bien entendu, les armées romaines vont aller du côté donc, de la Gaule. Petit point aussi d'information, des fois, quand je parle de l'Antiquité, je vous parlais de la France, vous avez le droit de me dire, certes, ça n'existait pas. Comprenez à chaque fois le territoire qui correspond aujourd'hui à la France. Voilà. Et donc, à Rome, dans les cités, voilà un petit peu le genre de logement dans lequel logeaient les Romains, ce qu'on appelle des insulae, c'est-à-dire ce sont des sortes d'immeubles, puisqu'effectivement, comme vous avez pu le voir sur les images que je vous ai montrées, vous êtes sur un habitat qui va être vraiment regroupé, qui va être vraiment serré, qui va être généralement enserré dans des murailles. Et à partir du moment où vous êtes enserré dans des murailles, chaque mètre carré compte, donc quand on ne peut plus construire en largeur, on va construire en hauteur, parce que sinon, il y en a qui vont se retrouver à l'extérieur des murailles. Et donc, dans ces insulae, je vous ai parlé tout à l'heure d'un rôle religieux, mais dans les maisons, bon là on est dans une sorte d'aristocratie, vous aviez également une vocation religieuse. Vous aviez des dieux du foyer qu'on appelait les dieux lares, et ces dieux lares, en fait, vous aviez des petits autels qu'on appelle des laraires,
dont l'objectif était de protéger le foyer. Donc on avait vraiment des cérémonies religieuses à l'intérieur même des foyers, et la maison avait donc un rôle religieux à l'intérieur. Du côté de la France, du coup, puisque je vous ai... donc du côté de la Gaule, vous êtes encore donc, principalement massivement donc, sur de l'habitat de ce type-là, puisqu'il faut bien prendre en compte en fait, les différentes matières qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que si vous allez voir en Égypte antique, on va être sur de la brique et de la paille. Si vous allez dans l'Antiquité, on va beaucoup être sur de la pierre, ce qui justifie aussi qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de vestiges dans l'Antiquité méditerranéen. Mais à partir du moment où vous montez vers le nord, eh ben, vous avez de plus en plus de bois. Donc forcément, s'il y a plus de bois, c'est plus facile de construire en bois. Et donc, on ne va pas s'embêter à utiliser de la pierre. Donc la plupart du bâti que vous allez trouver en Europe du Nord, ça va être du bâti essentiellement à base de bois, à base de terre, à base de paille également. Donc souvent, vous avez ce qu'on appelle des torchis, qui sont donc des murs qui sont faits donc, sur des structures en bois, avec donc un mélange de terre et de paille. Mais petit à petit, vous avez bien sûr la romanité qui arrive, bien sûr par le sud. Attendez, pardon. Je vais juste tourner ça, comme ça je vois ma prochaine slide. Hop, je peux tricher. Voilà un petit peu donc l'intérieur d'une maison gauloise. Je vous ai retrouvé ça dans les albums de Alix. Donc voilà un petit peu comment ça se constitue. Souvent, généralement, les maisons sont constituées autour d'un foyer central, puisque le feu, c'est toujours quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est au centre de la maison, et que vous retrouvez. Donc juste ici, avec bien sûr, souvent, il y a une sorte de puits de cheminée au sommet, avec donc différents espaces. L'espace pour dormir, un espace également donc, pour vivre, pour discuter, pour échanger avec donc, les autres membres de la famille, et puis un espace de conservation, de stockage, notamment de la nourriture. Quand on est toujours dans l'Antiquité, vous connaissez peut-être le domaine des dieux. Si je vous en parle de cet album d'Astérix, c'est parce qu'en fait, il y a une vérité. C'est-à-dire que Rome s'est bien rendu compte que pour essayer de romaniser les différentes populations, donc, notamment en Gaule, eh bien, en fait, il fallait aussi leur amener les villes. Il fallait leur amener un petit peu donc, les aqueducs, les routes, etc. Et donc, vous allez avoir énormément de villes qui vont venir s'installer sur le sol actuel donc, de la France, et qui vont essayer donc de propager un mode de vie à la romaine, si vous voulez. Donc là, je vous ai cité un exemple, c'est Nîmes. Nîmes, donc grande ville romaine, donc sur le sol français, donc avec énormément d'édifices bâtis sur le modèle des cités-États, notamment du bassin méditerranéen. Par contre, si on va un petit peu dans nos campagnes, qu'est-ce qu'on avait à l'époque romaine? Donc on avait les petits villages dont je vous parlais, mais surtout, vous allez avoir aussi une forme d'habitat isolé, qu'on appelle donc les villae romaines, un petit peu de ce style-là, où en fait, il faut imaginer que vous aviez donc des propriétaires qui donc possédaient de grands domaines terriens, qui vont donc installer une sorte de grande ferme, si vous voulez, au milieu d'un grand domaine agricole, et à proximité, vous allez avoir une petite agglomération qui va commencer à voir le jour, puisque vous doutez bien que notre propriétaire, c'est pas lui qui va cultiver la terre personnellement, donc il va avoir des manouvriers, il va avoir des employés, etc., qui vont faire une sorte de petit village centré autour de cette maison-villa. Un exemple local, c'est à Damblin. Donc Damblin, c'est à l'ouest du département des Vosges, où vous aviez donc une villa romaine, donc de ce style-là. Donc ça, c'est une représentation d'après les fouilles archéologiques. Et cette villa, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu retrouver notamment tout un complexe thermal, donc ce qui justement permet d'éclairer un petit peu la vie de ses occupants. Et notamment, donc là, vous avez donc l'image des fouilles, et à côté, vous avez le plan, où vous aviez donc salle froide, salle tiède, salle chaude, donc avec des bains d'eau chaude, donc, qui était chauffée par une petite chaufferie, qui envoyait donc l'eau chaude dans les différentes salles, ce qui justement permet de témoigner d'une certaine qualité de vie, d'un certain confort justement dans nos Vosges, alors qu'on est vraiment, on va dire, au tout début du 1er, 2e siècle. Je continue un petit peu dans notre histoire, puisque j'ai pas beaucoup de temps. Donc notre Moyen-Âge, il arrive donc à la fin de l'Antiquité, mais il faut bien comprendre que pour les populations de l'époque, le Moyen-Âge, c'est pas arrivé comme ça, comme un coup, ça y est, ce n'est plus l'Antiquité, nous sommes dans le Moyen-Âge. Non, c'est vraiment une continuité, et donc les habitats tels que vous avez vu, les sortes d'habitats un petit peu gaulois, comme on a vu, eh ben, c'est ce genre de maison qui va aussi continuer à exister. Si on a toujours fait nos maisons en bois avec un peu de pierre, un peu de torchis, ben on va continuer à faire nos maisons en bois, en pierre, avec un peu de torchis. Donc pour le thème de l'habitat, il ne va pas y avoir énormément de changements. Je vous ai mis par exemple une maison typique d'Europe du Nord. Donc ça, c'est les maisons longues qu'on va trouver en Angleterre et également dans tous les pays scandinaves. Où là, vous êtes encore essentiellement sur de l'architecture en bois. Ce qui va aussi changer à partir donc, du début du Moyen-Âge, c'est qu'on va progressivement déserter les agglomérations. Donc on va aller plutôt dans des secteurs ruraux que dans les villes centralisées, comme c'était le cas dans l'Antiquité.
Et on va voir donc la constitution de bourgs ruraux qui parfois s'appuient sur d'anciennes villas romaines, qui parfois s'appuient sur rien du tout, avec des nouvelles localités. Et ces nouvelles localités, pour les fortifier, de temps en temps, on va réaliser donc, ce qu'on appelle une mode castrale. Donc là, vous êtes dans de l'habitat seigneurial, de l'habitat fortifié, mais cet habitat fortifié est généralement constitué à proximité d'un habitat paysan, si vous voulez, qui va bénéficier de la protection de ce personnage, avec, encore une fois, là vous le voyez, j'ai choisi cette image parce que vous avez donc la motte tout en haut avec le seigneur, au milieu le village fortifié avec donc, les institutions, l'église et également les différentes familles un petit peu plus aisées, et en contrebas, vous avez plutôt tout ce qui est domaine agricole, tout ce qui va être famille un petit peu plus pauvres, qui ne sont pas protégées par les murailles. Alors une maison du Moyen-Âge, ça ressemble à ça. Vous pourrez me dire, ah, on dirait une maison alsacienne, certes, mais en fait, il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, quasiment, dans toutes les régions de France, on trouvait ce type d'habitat. Vous en retrouvez en Normandie, vous en trouvez à Troyes, vous en trouvez à Saint-Étienne, vous en trouvez vraiment absolument partout, parce que la pierre, ça coûte cher, c'est compliqué à extraire, il faut avoir vraiment un certain talent, on va dire. Il faut vraiment comprendre ce métier. Et puis surtout, ça nécessite toute une chaîne d'approvisionnement, ça nécessite énormément de travail. Donc la plupart des maisons sont faites de ce style-là. C'est-à-dire, on va conserver un petit peu le même modèle qu'avant, c'est-à-dire vous avez une structuration en bois, et les interstices entre les poutres de bois vont être comblés avec des torchis, notamment, qui sont donc du remplissage à base de terre et de paille. Sauf que le problème, c'est que ça brûle beaucoup. Donc, le grand principal problème des villes du début du Moyen-Âge, ce sont donc les incendies, avec pas mal de petites histoires comme ça, où on n'hésitait pas à aller détruire la maison du voisin quand il y avait un incendie pour éviter que ça se propage à toute la rue. Et finalement, petit à petit, la pierre va commencer à s'imposer de plus en plus dans l'habitat, puisque la pierre, contrairement au bois et à la paille, ça brûle beaucoup moins bien. Donc si on regarde les villes de la fin du Moyen-Âge, on va donc être de plus en plus vers de l'architecture en pierre. Et si aujourd'hui cette architecture peut nous paraître une architecture pittoresque ou régionaliste, c'est parce que c'est seulement dans certaines régions qu'on a continué à utiliser ce style d'architecture, là où dans d'autres régions, notamment dans les Vosges, on est passé quasiment exclusivement à de la pierre. Si par exemple vous regardez le plan Bello de 1626 à Épinal, donc là on est quand même légèrement après le Moyen-Âge, mais ça illustre la ville telle qu'elle était juste après le Moyen-Âge, si vous regardez attentivement les maisons, on est essentiellement sur de l'architecture en pierre, avec encore quelques éléments de bois et de torchis qui peuvent subsister. Mais on est sur le même modèle que la mode que je vous ai montré tout à l'heure, le château qui est au sommet de la colline, la ville enserrée dans les murailles à ses pieds, et pour les domaines agricoles et les personnes les plus pauvres, vous avez les faubourgs sur les côtés, faubourg Saint-Michel, faubourg d'Ambrail, et en bas, le quai actuel de Deugneville. Alors, on n'a pas parlé d'un peu d'hygiène. Souvent, pour tout le monde, on imagine que le Moyen-Âge, ils n'avaient pas de salle de bain, donc forcément ils étaient sales, forcément ils ne se lavaient jamais. Il faut bien comprendre, là justement, quand on parle des modes de vie de nos ancêtres, qu'on n'a pas attendu justement l'invention de la salle de bain pour se laver. Donc en fait, vous aviez quand même une hygiène qui était très répandue au Moyen-Âge, et le Moyen-Âge est une période qui était très dénigrée au cours du 15e, 16e, 17e siècle, ce qui fait que ça a créé au 19e siècle énormément d'idées reçues sur l'hygiène au Moyen-Âge. Mais en tout cas, voilà, dans les maisons des personnes les plus riches, vous n'aviez pas à proprement parler une salle de bain, mais vous aviez un espace qui pouvait être dédié, qui pouvait être démontable, ça pouvait être juste une bassine, mais en tout cas, il était quand même fréquent de prendre des bains. Dans les zones urbaines, vous aviez même des bains publics qui étaient mis en place, avec quelque chose qui peut nous sembler complètement anodin aujourd'hui, qui témoigne bien de l'évolution de nos modes de vie, c'est que le bain, c'était aussi un moment convivial. Vous voyez, on invite des gens, on va manger ensemble. J'ai même l'image là qui est assez rigolote, où ils sont tous dans leur bain en train de casser la croûte, avec un troubadour à côté. Donc voilà une autre manière d'envisager le bain. Et donc pour ça, il y avait des institutions spécialisées, ce qui explique que dans les maisons, en tant que telles, effectivement, il n'y avait pas de salle de bain, mais c'est pas pour autant qu'on était sale. Encore une autre petite image ici, vous les voyez en train de discuter tranquillement pendant le bain. Dans nos Vosges, on a aussi des bains publics. Là, vous êtes à Plombières en 1533. Vous avez l'actuelle place qu'on appelle place du bain romain, qui était aussi donc une sorte de bain public, qui était donc destiné à l'ensemble de la population. Il n'y avait pas de revenu minimum à avoir pour pouvoir justement profiter des eaux chaudes de Plombières-les-Bains. On va voir au cours du Moyen-Âge la conquête de nouveaux espaces. Donc, c'est-à-dire qu'on va créer des villes nouvelles. Donc, ce qui veut dire créer des maisons nouvelles qui correspondent aux nouvelles exigences. Pour bien comprendre pourquoi on va avoir besoin d'aller dans des nouveaux espaces, vous avez une courbe de la démographie française, finalement de l'an 0 jusqu'à 2021. Donc, vous voyez effectivement que depuis l'an 1900, ça a monté en flèche. Mais vous voyez, je vous ai entouré en rouge, une sorte de petit pic. C'est un petit pic qui correspond à la période du Moyen-Âge, qui est quand même une période, contrairement à ce qu'on peut croire,
où on va avoir une augmentation démographique, une amélioration de la santé, une amélioration de la sécurité, etc. Donc, qui dit tout ça, dit amélioration, donc évolution de la démographie française. Sauf que le problème, si vous avez plus de personnes, ça veut dire plus de personnes à nourrir. Donc, ce qui veut dire aussi faire des améliorations dans les technologies de rendement agricole. Et ces technologies de rendement agricole, pour l'instant, elles sont encore assez balbutiantes. Donc, si on ne peut pas augmenter le rendement agricole, eh bien, il faut augmenter la surface de terre agricole. Donc, on va faire énormément de défrichement au cours du Moyen-Âge, où en fait, donc, des seigneurs ou des ecclésiastiques, notamment des abbayes, vont lancer des grandes phases de défrichement et créer des villes nouvelles. Voilà un autre exemple sur l'évolution de la superficie boisée. Vous voyez qu'elle n'a pas arrêté de diminuer au cours de l'histoire, avec un pic à l'envers vers les années 1800, qui est dû notamment à l'évolution justement donc, des activités proto-industrielles, métallurgie notamment, qui consommaient énormément de bois. Donc là, voilà une autre illustration donc, sur nos fameux moines défricheurs. D'ailleurs, il y a une petite controverse historique. Est-ce que les moines défrichaient eux-mêmes ou est-ce qu'ils envoyaient des paysans défricher à leur place? C'est pas encore totalement clair, toute cette histoire. Donc vous avez par exemple quelques villages qui sont issus de défrichement. Là, vous êtes à Vieux-Ménil, donc dans le sud du département des Vosges. Ou même encore aujourd'hui, sur les vues aériennes, vous voyez clairement, effectivement, l'emprise de défrichement de forêt qui est aujourd'hui utilisé en parcelles agricoles. Un autre exemple de défrichement, là je ne vous ai pas mis de lieu, mais c'est un peu compliqué à deviner, vous êtes dans le secteur donc, de Henzel, où Henzel, il y avait donc une activité verrière, et donc cette activité verrière se retrouve encore aujourd'hui dans des clairières au cœur de la forêt. Donc tout ça va amener la création donc, de nouvelles localités. Donc là on n'est plus dans les Vosges, mais vous êtes dans la localité de Villeneuve-l'Archevêque. Villeneuve-l'Archevêque, c'est donc, comme son nom l'indique, une ville neuve qui a été donc fondée par un archevêque qui avait organisé le défrichement d'une parcelle de terre importante. Et c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une ville de lotissement. C'est-à-dire il n'y a rien du tout. L'archevêque va créer une ville de rien du tout. Et il y a des gens qui vont venir s'installer donc, dans des parcelles qui leur ont été attribuées. Donc là, vous êtes dans un habitat un petit peu différent, puisque vous êtes vraiment dans un habitat de lotissement. Et on est en 1172, hein, attention. Donc c'est vraiment parmi les toutes premières créations, on va dire, de lotissement, où vous allez avoir donc, un appel à la population de venir peupler ces villes. On continue notre avancée dans le temps. Vous voyez, sur la maison en tant que telle, je n'ai pas trop développé puisqu'il n'y a pas eu énormément de transformations. On arrive à l'époque moderne. J'ai mis à partir de l'époque moderne puisque je vais me permettre d'aller jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc si on part, pour commencer, sur l'habitat seigneurial, on commence donc par cet habitat fortifié que vous avez en haut, vers un habitat de plus en plus de prestige, vers un habitat de plus en plus de confort, puisque effectivement, on n'a plus l'impératif de devoir se protéger, puisque maintenant on a des canons, on a des bombardes, et donc forcément les châteaux ne servent plus à rien, donc on va commencer à faire des belles demeures, et les fortifications vont être totalement différentes, ça va être les fortifications notamment par exemple de Vauban, qui auront donc un aspect totalement différent. Pour l'habitat justement de nos petits Vosgiens, voilà un exemple, donc là c'est Vincey. C'est une carte, donc toute fin 18e, début 19e, où vous avez donc le village qui est représenté, avec notamment ce qui est intéressant sur cette carte, c'est que vous avez les différentes parcelles agricoles. Donc par exemple, tout autour du village, les parcelles qui sont vertes foncées, ce sont en fait des vergers, puisqu'en fait, vous aviez une sorte de couronne tout autour des villages, hein, c'est pas seulement spécifique à Vincey, où vous aviez donc les vergers, puisque nous n'avions pas de commerçants forcément qui allaient de village en village vendre des fruits et légumes. Donc si vous vouliez avoir des fruits et des légumes, il fallait les cultiver soi-même dans les vergers. Toutes les parties que vous avez un petit peu en jaune, ce sont des parcelles agricoles. Donc ça, c'est les grands champs qui permettent de cultiver du blé, de l'orge, du seigle. Tout ce que vous avez en vert, ce sont des pâturages, puisque bien entendu, il faut aussi faire paître les vaches. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez un petit peu la manière dont s'agencent un petit peu ces parcelles, vous avez ici un cours d'eau, et vous voyez que les parties autour du cours d'eau sont automatiquement du pâturage, parce que ce sont des parties qui sont un petit peu moins fertiles. Et tout en bas en rouge, vous avez des parcelles de vignes, puisque dans toute la vallée de la Moselle, on avait énormément de vignes. Donc on va commencer à voir apparaître ces fameuses fermes lorraines. Donc pour information, donc je vais en parler pas mal de ces fameuses fermes lorraines. Donc ce qui caractérise vraiment les fermes du département des Vosges, ce sont que nous sommes dans la zone d'extension des fermes lorraines, avec pas mal de variantes, puisque vous avez bien sûr les fermes du Massif, les fermes de la vallée de la Meurthe, les fermes de la vallée de la Moselle, qui sont toutes très différentes et qui témoignent justement de modes de vie très différents. Par exemple, vous avez certaines fermes comme ça qui sont isolées. Vous allez voir après, on en a d'autres qui sont mitoyennes. Un autre exemple ici à Dompierre, vous avez donc une ferme, donc là on est plutôt ferme début 19e siècle,
Mais l'idée, donc, c'est de pouvoir vous montrer que la caractéristique principale de la ferme vosgienne, c'est que vous avez donc 3 travées qui permettent donc d'attribuer différentes affectations. De ce côté-ci, vous avez la partie pour les animaux. De ce côté-ci, vous avez la porte de grange qui donne donc soit sur un charri si vous êtes dans le sud du département, soit directement sur la grange si vous êtes plutôt dans le nord. Et là, vous avez la partie habitation. Donc là, on peut dire que c'était quand même un habitat pour cette ferme-là, assez luxueux, puisque généralement, il y avait juste une seule pièce, une seule fenêtre, et ça partait en enfilade. Dès l'habitat, vous l'avez aussi, comme je vous le disais, de manière mitoyenne. Donc là, vous êtes encore à Vincey, donc avec ce qu'on appelle un village-rue. Donc ça, c'est le village typique que vous avez en Lorraine, où en fait, les maisons vont s'ajouter les unes après les autres, tout au bout, ce qui permet de créer aujourd'hui cette structure de village-rue, avec devant, vous avez les usoirs, qui permettaient, comme vous le voyez sur cette photo, de stocker tout un tas de bazar, que ce soit du bois, mais également le tas de fumier, puisque vous aviez les animaux. Donc plus vous aviez d'animaux, plus vous aviez de fumier, donc plus vous étiez riche. Donc c'était un peu un signe extérieur de richesse. Sur l'habitat, donc je peux vous présenter celui qui est ici, qui est à Châtillon-sur-Saône. Donc là, on est plutôt sur un habitat, comme vous le voyez, à ses fenêtres. On est sur un habitat plutôt au courant du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller à l'intérieur, voir un petit peu comment ça se constitue. Donc voilà l'exemple donc, de la pièce principale quand vous rentrez à l'intérieur de l'habitat. Donc vous avez la cheminée. Donc des fois, la cheminée est dans la deuxième pièce. On pourra le voir, je vous ai montré des plans, donc je vous montrerai juste après. Juste de ce côté-ci, vous avez la pierre à eau. Et tout au fond, vous avez une sorte d'armoire-lit, si vous voulez, avec donc, le lit qui se trouve juste ici. Là, vous avez l'escalier qui est derrière. Et là, il y a une sorte de petit placard pour pouvoir ranger les affaires. Voilà, vous avez vraiment cette pièce. Et généralement, il y a souvent une chambre ou plus donc, vers l'arrière, en fonction de la taille de la famille. Parmi les fermes les plus anciennes qu'on a sur le territoire, je peux vous citer notamment la ferme de Bu, donc vers Rambervillers, qui est datée donc, du tout début du XVIIe siècle, et qui présente, elle aussi, vous le voyez, cette distinction donc en 3 travées, une là et une ici. Donc à l'intérieur, on a quelques éléments aussi. Là, par exemple, vous avez la pièce du poêle. Donc là, on est vers les années 1810, et on est donc dans le secteur de Sainte-Marie-aux-Mines, on est un petit peu plus loin, où vous avez donc la représentation. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'il n'y a pas juste une famille qui est là, vous avez vraiment ce qu'on peut appeler un quaroche, si vous voulez, où vous avez de nombreux habitants du village qui vont se réunir autour du poêle pour participer à des sortes de veillées, on va dire, où vous avez notamment les prémices de l'activité textile du territoire, avec les femmes souvent qui filaient ou qui tissaient. Un autre exemple, donc là, on est un peu plus tard, quand même. Là, on est 1911, je suis un peu hors délai, dirons-nous, mais vous avez une reconstitution d'un intérieur typique vosgien, où là, donc, vous retrouvez plusieurs choses. Vous retrouvez donc ici, vous n'êtes pas vraiment sur une cheminée, vous êtes vraiment dans une sorte de petit dallage en pierre sur lequel on met le feu et vous avez l'ouverture dans le toit. Sur le côté, vous avez le four à pain. Ça, c'est vraiment le type d'habitat que vous allez retrouver plutôt dans le secteur du massif, assez peu en plaine. Voilà à peu près ce genre d'habitat. Regardez, c'est exactement ce que je vous ai dit. On était là, ici, là, avec l'ouverture ici pour le feu, le four à pain souvent sur le côté, et ce type de ferme. Donc vous avez en enfilade toutes les parties pour l'habitant, donc avec des chambres, la salle du poêle, la cuisine et des autres chambres derrière. Et là, la grange, l'accès à l'étable, avec donc sur le côté la porcherie. Un autre exemple, donc là on a Gruet-les-Surences. Gruet-les-Surences, vous avez un exemple donc, de type de ferme traditionnelle, où vous retrouvez exactement la même chose, hein, les petites pièces d'habitation tout en enfilade, l'accès ici par le charri, et ici toute la partie étable ou porcherie en fonction de l'activité de la personne. Mais ça, bien sûr, ce n'est pas forcément une vérité générale. Ne me dites pas que toutes les fermes sont absolument comme ça. Vous avez un exemple ici. Donc là, on n'est pas très loin de Bouzet, où vous avez notamment une ancienne ferme qui était encore en terre battue, avec, donc là, vous avez la pierre à eau de la cuisine qui donnait donc directement face à la rue. Et le robinet que vous avez ici, c'est pas un robinet qui vient de l'eau courante, puisqu'en fait, juste là, on la voit pas sur la photo, mais il y avait un puits avec le tuyau qui permettait de puiser directement l'eau dedans. Et j'ai pu aller donc dans la partie animaux, il y avait encore les mangeoires qui étaient toujours en place. Alors donc dans cet habitat paysan, on voit que collaborent les hommes et les animaux, donc notamment pour le chauffage, pour la simplicité, puisque dans les Hauts-de-Vosges, en plein hiver, généralement il arrivait que pendant plusieurs semaines on ne sorte pas, on aille directement chercher le foin en grenier pour l'amener directement les animaux sans passer par dehors, d'où la présence d'un charri. Et vous avez quand même un certain raffinement qu'on va trouver sur l'habitat par l'intermédiaire par exemple de décorations, que vous pouvez voir là par exemple sur des portes sculptées. Donc de mémoire, c'est Vaxoncourt, Cerqueur et La Marche.
on a énormément de ce qu'on appelle des niches mariales, donc c'est des sortes de petites statues de la Vierge, qui donc devaient protéger le foyer. Donc vous voyez, on est encore sur une évolution, puisque rappelez-vous les dieux lards qu'on a vus tout au début, et bien là vous êtes sur un côté qui était donc christianisé, mais vous êtes toujours des dieux protecteurs, si vous voulez, du foyer, avec de nombreuses inscriptions. On note aussi des courants régionaux, des courants locaux. Par exemple, si je vous montre ça, hop là, voilà, ça c'est Padoue. C'est toutes les mêmes, quasiment, puisque vous avez vraiment des modes. Si vous allez vers Moyemont, Rambervillers, vous allez trouver beaucoup plus de portes triangulaires. Si vous descendez vers le sud-ouest, vous allez trouver plutôt des portes à accolades. Mais ici, à Padoue, c'est assez marquant. C'est vraiment quelque chose qu'on trouve beaucoup dans le secteur, vers le nord-est, on va dire, d'Épinal. On trouve aussi des plaques de dévotion, comme pour les dieux lards, qui étaient donc vendues et colportées, qui permettaient donc d'attirer le bon œil, si vous voulez, le Sacré-Cœur du Christ, qui protège donc les maisons et ses propriétaires. Dernier exemple de motifs, vous avez ce qu'on appelle les portes-soleil. Les portes-soleil qu'on trouve de moins en moins, puisque bien entendu, souvent, elles sont refaites. Mais vous en avez encore quelques très beaux exemples sur le secteur. Je crois que c'est Girmont, la Baffe et peut-être Édoual, quelque chose comme ça. Édoual, c'est celle en bas avec l'ombre, et je crois que c'est la Baffe, la verte. Dans le même temps, puisque là on est quand même directement au cours du 19e siècle, ça va être l'essor des grandes villes, puisque fin 19e siècle, vous avez les boulevards haussmanniens qui voient le jour, donc pour un désir justement d'assainir, on va dire, les anciennes cités médiévales, de faire des rues plus larges, plus longues, avec donc des immeubles plus normés, si vous voulez, mais avec généralement un confort supplémentaire, puisqu'à partir du 19e siècle, on va avoir un mouvement qui s'appelle l'hygiénisme, qui va essayer justement de faire rentrer l'eau dans les maisons, et qui va essayer justement de faire apporter un petit peu d'hygiène à la population. On arrive dans une période industrielle, et notamment on va devoir parler de l'habitat ouvrier, qui est très présent sur notre territoire. Et pour bien comprendre comment cet habitat ouvrier a vu le jour, il faut déjà comprendre comment les usines étaient installées. Donc, premier exemple, vous êtes ici à Bain-les-Bains, à la Manufacture Royale, et si vous êtes un jour allé à la Manufacture Royale, ce n'est pas dans le cœur de Bain-les-Bains. C'est-à-dire que vous êtes obligé de faire quelques kilomètres un peu plus loin, puisque l'usine s'est installée à proximité des forêts et à proximité d'un cours d'eau, puisqu'elle avait besoin de charbon de bois et de la puissance hydraulique. Donc s'ils voulaient avoir des ouvriers sur place, pas le choix, on est obligé de construire des logements pour les loger sur place. Donc vous avez ici une partie des baraquements des logements ouvriers qui continuaient jusque-là, mais il y a un baraquement qui a été détruit. Donc ça, on est quasiment parmi les premiers logements ouvriers de l'ensemble du département des Vosges, puisqu'on est vers les années 1730. Un autre exemple aussi, c'est la verrerie de Porcieux. Exactement le même principe, vous êtes au fin fond de la forêt, donc si vous voulez des ouvriers, il faut les loger. Donc ces éléments, c'est ce qu'on appelle grossièrement des casernes ouvrières. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais c'est une petite manière un petit peu péjorative, dirons-nous, de les noter, puisque ce sont des grands bâtiments sans aucun confort. Généralement, les familles avaient 2 voire 3 pièces pour loger le mari, la femme et tous les enfants qu'il pouvait y avoir, avec forcément les familles nombreuses de l'époque, qui donc s'entassaient dans quelques pièces, sans, encore une fois, rappelez-vous, sans confort, sans eau, sans électricité, sans salle de bain. Donc on va progressivement essayer de faire évoluer ça, puisque vous avez, notamment sous Napoléon III, des réflexions sur le confort de l'habitat. Notamment Napoléon III, lors de l'exposition universelle de 1867, va créer une catégorie spéciale pour le bien-être ouvrier. Et donc vous allez avoir des industriels qui de plus en plus vont essayer d'améliorer la qualité des logements ouvriers. Et notamment, ça va voir le jour sous l'ère du textile, qui arrive dans le secteur de l'agglomération à partir de 1870, avec donc les premières cités ouvrières de Thaon-les-Vosges, qui sont les premières cités textiles de l'agglo, avec à peu près 1872, les cités de la BTT. Alors, on a pu retrouver les fiches, ce qui permet de voir le plan intérieur, vu qu'on est dans les modes de vie, ça va pouvoir nous montrer un petit peu. Donc là, vous êtes sur des logements à 3 pièces, et si vous regardez attentivement, vous voyez que c'est spartiate. Vous rentrez, vous avez la cuisine, une chambre sur le côté, vous montez l'escalier, vous avez une deuxième chambre et un grenier, c'est tout. Voilà. Vous avez quand même, vous noterez un petit WC sur l'arrière, mais uniquement avec un accès extérieur. Un autre exemple, donc ça c'est les maisons que vous avez vues sur la photo tout à l'heure, donc 1872 c'est les maisons donc, de la cité de la Corvée, pardon, qui sont donc des maisons mitoyennes, avec à l'intérieur un peu plus de pièces, puisque vous rentrez, vous avez la cuisine, 3 chambres, et quand vous montez à l'étage, par contre, c'est qu'un grenier et une mansarde. Donc voilà, on est quand même extrêmement spartiate. D'autres exemples de maisons, ici vous êtes toujours à Thaon, où on a un vaste panel d'habitat ouvrier, où vous avez donc la cité du 149, qui n'est pas constituée de petites maisons séparées, mais vous voyez que c'est un grand front bâti, comme si vous aviez déjà presque là l'un des premiers immeubles du territoire, avec une sorte de bar, si vous voulez,
de barres ouvrières. On retrouve les mêmes, par exemple, à Golbet aussi. Ah, voilà, tant qu'on est sur Golbet, voilà, là, vous avez les cités de la filature de la Gosse, qui sont assez intéressantes, puisque vous voyez, la photo est magnifique. Ce sont des petites maisons, toutes les mêmes, puisque là, vous êtes sur ce qu'on appelle des maisons sur catalogue, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de dire comment vous voulez votre maison, le propriétaire les fabrique en série, et ensuite, il y a des attributions. Autre exemple, vous êtes sur Archette, les cités de la filature de Arches, vous voyez le même principe. Autre exemple, encore sur Vincennes, ce qui est super intéressant ici, c'est que les cités sont construites près de l'usine, donc éloignées du village centre. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez sur cette photo, les cités sont un petit peu au milieu de nulle part, contrairement à Taon, où à la Corvée, on a été mettre les cités en plein centre-ville, assez éloignées de l'usine. À partir des années 1910, on va commencer à voir de nouvelles cités voir le jour. Donc là, vous avez les maisons anciennes, qui sont donc les maisons de la Corvée que je vous ai montrées, on est à Taon. Et en dessous, vous avez les nouvelles cités, qui vont donc être le futur quartier de la Marseille. Donc ce quartier, donc deux cités jardins, qui voit le jour à partir de 1910 à peu près. Il y aura une interruption pendant la Première Guerre mondiale et sera finalisé vers les années 1920-1930. Et là, vous voyez, vous n'êtes plus du tout sur des petites maisons similaires, toutes les mêmes, toutes alignées, etc. Vous êtes dans un volume complètement différent, avec énormément de courbes. Le but, c'est vraiment de casser toutes les lignes droites, et avec aussi beaucoup de motifs différents, de maisons différentes, qui s'agencent de manière un petit peu spécifique. Avec un travail très intéressant sur l'urbanisme, si vous vous amusez à regarder la maison qui est là, par exemple, vous avez les deux là qui sont symétriques, puis les deux là qui sont symétriques, et en face, elles sont symétriques aussi. Vous avez une véritable réflexion urbaine sur la constitution du quartier, avec vraiment une réflexion sur la manière dont les maisons s'agencent les unes par rapport aux autres. Ce modèle sera repris notamment par Marcel Boussac, qui va créer donc de nombreux quartiers de cités jardins. Donc là, vous avez l'exemple de celle de Nomexy, mais il y en avait un petit peu partout sur le territoire, que ce soit à Golbet, que ce soit à Rambervillers aussi, par exemple. Et vous voyez, donc là, ces nouvelles cités jardins sur le plan, le cadastre de Nomexy. Alors bien sûr, là, je vous parle des ouvriers qui ont donc leur petite maison, ou s'ils ont de la chance, leur cité-jardin. Mais bien sûr, vous avez aussi les patrons, et justement, on va pouvoir regarder comment l'habitat patronal a évolué, avec, par exemple, premier exemple, vous avez le château des Brasseurs de Certigny, 1888. Ce qui est intéressant quand on s'attarde au mode de vie, c'est que ce château a plusieurs vocations, puisque non seulement il doit loger la famille des Brasseurs, mais également c'est le lieu où on va recevoir et accueillir les fournisseurs, les principaux clients, etc. Donc vous avez tout le rez-de-chaussée qui va être un étage de réception. On n'est pas seulement sur un logement, d'où l'abondance de décors, puisqu'il faut aussi en mettre plein la vue. Petit élément, tant qu'on est sur le confort, ici à Certigny, vous avez tout un système de ventilation qui vient donc des caves de la brasserie, qui permet d'acheminer de l'eau chaude, enfin de l'air chaud, pardon, de l'air chaud directement par ces bouches d'aération à proximité des cheminées, ce qui permet d'avoir un confort très important, une sorte de chauffage central avant l'heure, donc à peu près 19 degrés, même en plein hiver, donc ce qui permettait aussi de chauffer de l'eau chaude. Donc là, on est vraiment avant l'heure dans une solution écologique. Autre exemple de construction un peu plus triste celle-ci, puisqu'entre-temps il a brûlé, c'est le château de Pruine, donc dans la vallée de Semouse, donc toujours sur la commune de Certigny, donc un petit peu sur les mêmes modèles. Là, vous êtes vraiment dans cette période fin 19e, début 20e siècle. Si je continue, là vous êtes à Charmes, avec le château du brasseur Achille Anus, qui est situé donc à proximité du pont de Charmes, encore une fois avec les mêmes styles. Vous voyez que là, on est sur un habitat dont le but n'est pas seulement de loger quelqu'un, mais c'est aussi de montrer que vous avez de l'argent, que vous êtes riche, que vous avez du pouvoir. Et donc cet habitat joue aussi le rôle de marqueur social. Un autre exemple encore ici à Arches, en plein dans le centre du village, mais on en a aussi bien sûr sur Épinal, notamment du fait de la grande épopée industrielle textile. Ici, donc, vous connaissez peut-être le manoir des Ducs de Lorraine, et c'était la maison de l'industriel Victor Peters, qui est donc industriel textile à Nomexy, qui donc s'est fait construire à la toute fin du 19e siècle, vers 1895, cette maison, dans un style néo-renaissance flamande. Donc flamande parce que si vous regardez, on ne voit pas trop à cause de l'arbre, mais la toiture est en marche d'escalier, ce qui rappelle un petit peu ce que vous trouvez dans les Flandres ou dans le secteur de Bruges, par exemple. Et on va avoir l'utilisation de la brique multicolore, qui permet aussi d'ajouter ce petit complément. Puisque ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la brique s'était très peu répandue dans les Vosges pendant de nombreux siècles, et c'est seulement au 19e siècle qu'on va voir les briqueteries, les tuileries qui commencent à se lancer, avec l'utilisation de la brique dans l'architecture. Et enfin, dernier exemple ici, donc c'est la villa Juillard, donc c'est Chemin des Princes, et c'était la villa donc, de la famille Georges Juillard-Hartmann, qui est le fondateur de l'école de filature et de tissage, qui était aussi maire d'Épinal, donc avec quelques éléments donc, sur l'architecture Art Nouveau, puisque vous avez notamment ces grilles
Et vous avez également donc, toutes les parties donc, au niveau des fenêtres ou également sous la toiture qui sont typiques de cette période, toute fin 19e, début 20e. On arrive au XXe siècle, rassurez-vous. Je tiens mon timing. Début du XXe siècle, qu'est-ce que nous avons? Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai adoré sur cette photo, c'est que vous êtes sur une photo tout début XXe siècle, mais si vous regardez attentivement ici, là, vous avez une porte de grange qui était murée et remplacée par une porte piétonne et une fenêtre. Sous-entendu, on n'a pas attendu la fin du XXe siècle, on n'a pas attendu toutes les transformations des campagnes qu'on connaît aujourd'hui, pour déjà transformer, modifier l'habitat rural et l'adapter à nos nouveaux modes de vie. On va aussi donc avoir des transformations dans les matériaux. Je vous ai parlé rapidement des briques. Là, vous êtes à Bu, où vous avez donc une ferme avec un contour en briques. Donc c'est totalement quelque chose fin 19e, début 20e. Et surtout, vous avez les linteaux métalliques, qui sont vraiment typiques de cette première partie du 20e siècle. On les associe souvent à la reconstruction après la Première Guerre mondiale. C'est juste que c'était la mode à cette époque. Vous en retrouvez aussi des années 1905-1910. Autre exemple ici à la bave, voilà, ce genre de porte, voilà à peu près le genre de ferme qui voyait le jour au début du XXe siècle, donc soit des constructions nouvelles, soit des transformations d'habitats existants. Voilà, autre exemple à Dompierre, où là, il n'y a guère plus que la porte qui existe. Et vous avez aussi des nouveaux systèmes de fermeture, avec les nouvelles fermetures donc, sur rail, qu'on va trouver beaucoup dans ces nouveaux types d'habitats. Forcément, on n'a plus besoin de faire la porte de grange en arrondi, on peut la faire toute droite, donc on peut faire coulisser la porte. On a vraiment une adaptation à ces nouveaux matériaux. Et voilà un autre exemple à Lignéville, avec l'utilisation cette fois-ci de linteaux de bois, qui remplacent donc les arcs de pierre ou les arcs de décharge qu'on va trouver un petit peu partout. Et un autre exemple ici, encore à la bave, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une maison typiquement 20e, peut-être même années 50, mais vous voyez, ici, on a un ancien linteau. Donc est-ce que c'est un linteau qui était là ou est-ce que c'est du réemploi? Toujours est-il qu'il est là. Vous avez ici une petite niche mariale avec une sorte de petit linteau de porte qui se trouve au milieu de la façade, qui témoigne, on va dire, de l'évolution de l'architecture. Petit topo sur l'eau, parce qu'aujourd'hui on ouvre tous un robinet pour se servir un verre d'eau, mais comment faisait-on avant? Puisque finalement s'intéresser à l'arrivée de l'eau dans les foyers, c'est aussi s'intéresser à la manière dont on vivait. Donc on a ce qu'on appelle des puits. Donc là, vous avez un puits à balancier qui a Gruet-l'Essurance dans la partie sud de l'agglo. Donc le puits à balancier, c'est très simple. Vous vous mettez au bout, et puis, à cause du balancier, vous pouvez aller chercher l'eau très profond et sans beaucoup d'efforts. Dans les éléments, vous trouvez également des puits, dans les éléments fortifiés. Donc là, c'est le puits, par exemple, de la forteresse de Châtel, qui permettait d'avoir de l'eau. On a également un puits au château d'Épinal, qui permettait tout simplement, pour un ouvrage fortifié, de ne pas se faire prendre parce qu'il n'avait pas pensé à aller chercher de l'eau. Et l'eau, ça joue aussi un rôle important, puisque l'eau, on peut aussi, par exemple, laver le linge. Donc là, par exemple, vous avez une image qui est assez connue, puisqu'on dit souvent que c'est la plus ancienne photo d'Épinal, avec donc, ces lavandières dans la Moselle qui sont en train donc, de laver le linge. Petit à petit, donc, je vous ai parlé rapidement donc, de l'arrivée de l'hygiénisme, c'est-à-dire on va construire des fontaines, on va construire des lavoirs, on va construire des canalisations, etc. Si vous regardez la répartition des constructions de fontaines dans les Vosges au XIXe siècle, on voit qu'on a un pic à partir donc, des années 1800, ça commence à monter vers 1840, et jusque les années à peu près 1900, qui vont être une période très florissante en termes de construction d'édifices liés à l'eau. Donc par exemple, vous avez des lavoirs comme ça. Donc là, vous êtes à Tignécourt avec donc, des lavoirs qui sont reconnaissables facilement à leur margelle inclinée qui permettait de laver le linge. Souvent, ces lavoirs étaient associés à des abreuvoirs, parce que n'oublions pas qu'on est dans un domaine très agricole. Et puis parfois, il y a même ce qu'on appelle des guéoirs ou des égayoirs à proximité qui permettaient de nettoyer les pattes des chevaux. Parfois, les bassins sont en fonte, puisque la fin du 19e siècle, c'est aussi une grande période de progrès dans la métallurgie, avec notamment la fonderie, donc les fonderies de Varigné, ou alors les fonderies de Bru, près de Rambervillers. Et vous avez donc voilà d'autres exemples, avec donc cette fois-ci à Romont, des abreuvoirs en fonte de Bru. Donc tout ça, c'était important, puisque ça voulait dire que les personnes devaient sortir de chez eux pour aller faire la lessive, pour aller chercher de l'eau, etc. Donc on rejoint bien notre sujet de l'habitat. Jusqu'à l'invention des machines à laver, progressivement. Donc là, vous avez à Charmes la première machine à laver qui aurait été mise au point. La française, s'appelait-elle, qui se trouve donc actuellement à l'écomusée du Bâtin. Et pour se laver, principalement dans les villes, on va développer au 19e siècle ce qu'on appelle des bains-douches. Donc là, vous avez l'exemple de Mirecourt, vous avez un autre exemple ici à Remiremont, qui fut l'un des tout premiers bains-douches. Mais bien entendu, vous êtes dans des secteurs géographiques où vous avez énormément de cités ouvrières, énormément d'ouvriers, donc énormément de personnes qui dépendent d'un industriel qui va donc
leur faire également des bains-douches. L'exemple tout simple, c'est la Rotonde. On la voit souvent comme salle de spectacle ou comme théâtre, mais en fait, la Rotonde, il y avait toute une aile qui était dédiée à des bains-douches. Et d'ailleurs, les Lederlin ont tenu des statistiques sur l'utilisation des bains-douches. Donc voilà, l'idée, c'était juste de vous montrer ça. Petit à petit, on va voir la création des canalisations, la création des égouts. Certaines villes antiques en étaient déjà pourvues, mais depuis l'Antiquité, ça s'était plus trop refait. Et donc là, on est dans la même période que les immeubles haussmanniens, avec donc la création de tous les réseaux d'égouts souterrains. On va avoir des nouveaux principes qui arrivent au cours de la Première Guerre mondiale, notamment la désinfection de l'eau à base de chlore, ça s'appelle la verdunisation, puisque c'est quelque chose qui était très lié à l'utilisation des gaz de combat pendant la Première Guerre mondiale, où notamment on désinfectait l'eau à base de chlore pour pouvoir permettre aux poilus de la boire. Et puis cette période aussi, tout début du XXe siècle, ça va être bien sûr aussi l'arrivée de l'électricité. L'arrivée de l'électricité, je peux vous citer tout simplement l'usine électrique de Vinçay, qui va être donc l'une des principales du territoire, qui va permettre donc de développer l'utilisation de l'électricité sur l'ensemble du territoire vosgien petit à petit. Vous allez aussi avoir plein de petites centrales qui vont commencer à voir le jour, notamment auprès des usines, puisqu'il y avait souvent des turbines ou des choses comme ça. Et rapidement, entre les années 1910 et 1930, vous avez l'électricité qui arrive progressivement dans tous les foyers et qui permet d'améliorer le confort. Alors je parle beaucoup d'industriels quand je parle de logement ouvrier, mais finalement les politiques publiques, elles aussi, se sont inquiétées, on va dire, du logement, puisque finalement vous aviez des propriétaires, mais vous aviez aussi énormément de personnes qui n'avaient pas forcément les moyens d'avoir une propriété. Et donc à partir des années 1920, on va avoir la création des offices publics de l'habitat, si vous voulez, aujourd'hui on les appellerait comme ça, qui s'appelaient à l'époque les offices publics d'habitation à bon marché. Donc ça, voilà, c'est la délibération qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui Épinal Habitat en 1924. Cet office public d'habitation à bon marché qui va reprendre ce que faisaient les industriels pour les usines, mais pour le compte d'une collectivité, et qui va créer donc tout un parc de logements. Un exemple tout simple, c'est là, vous êtes donc juste de l'autre côté de la voie ferrée, vous avez une architecture qui se rapproche beaucoup de l'architecture des cités-jardins que vous pouvez voir dans les villes ouvrières, mais ça a été créé par une collectivité. On continue, donc vous avez... je vais passer rapidement les reconstructions de Première Guerre mondiale, parce que j'ai dû faire un choix. On arrive après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a énormément de choses cassées. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, en termes d'habitat, c'est ça. C'est-à-dire ce sont des baraquements temporaires portés donc, par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Donc comme c'est temporaire, il en reste très très peu. Donc il en reste notamment un à Jean-Ménil, que je vous ai mis ici en photo. Mais sur les plans anciens, on peut retrouver l'emplacement de ce qu'on appelle ici les maisons des sinistrés. Donc là, c'est le plan de Châtel-sur-Moselle, plan de reconstruction. Bien entendu, ce type d'habitat temporaire, ça va faire le beurre de pas mal de sociétés. Où là, par exemple, vous avez une publicité pour le groupe L'Écorché, L'Écorché Frères, qui va donc se spécialiser dans le bâtiment en bois temporaire. Et juste l'image d'après, voilà le catalogue 1949-1950 de l'Écorché, avec donc toute une série, ça se décline en habitat, mais ça se décline en cantine, en dortoir, en église, en tout ce que vous voulez. Tout était faisable en bois, en matière temporaire. Donc à Épinal, par exemple, vous avez tous les baraquements du centre au niveau du Boudiou, qui sont notamment pour les commerçants du Boudiou. Donc là, vous êtes à côté de Clémenceau, ici que vous reconnaissez. Et moi, ce que je vous parle, c'est vraiment tous les bâtiments qui sont ici, qui sont donc les bâtiments temporaires du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. À partir du moment où on a lancé la reconstruction, eh bien entendu, on va essayer de reconstruire en dur. Et là, une fois n'est pas coutume, je vais m'arrêter une demi-seconde, puisque pendant quelques minutes, je vais vous montrer une petite vidéo du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme qui va vous parler de la manière dont il a réfléchi l'habitat. Puisque vous vous doutez bien que le problème qu'on va avoir, c'est qu'il n'y a plus grand-chose. Donc, comment on va reconstruire? Et donc, pour ça, on va aller à Noisy-le-Sec, en région parisienne, et on va faire ce qu'on appelle une cité expérimentale, où en gros, on va essayer plein de techniques, plein de matières, pour voir comment on allait faire les villes de demain. Donc voilà, je vais vous le mettre. Un grand peuple se refuse à l'indignité des logis sans soleil, sans hygiène, sans bien-être, à la lèpre des banlieues, à l'abjection, à la laideur, à la cruauté de nos faubourgs ouvriers. La guerre n'était pas encore finie quand ces paroles furent prononcées, définissant le sens et la mesure de la tâche à accomplir. C'est pour faciliter cette tâche que fut ouvert le centre d'expérience de Noisy, véritable laboratoire de la Renaissance française. Dans l'immense chantier qu'allait devenir la France, il importait d'éviter les entreprises stériles, de limiter les
tâtonnement de rassembler et d'orienter nos efforts dispersés. On a donc rassemblé sur les 80 hectares acquis par le ministère de la Reconstruction les différents modèles de maisons étudiés spécialement pour remplacer nos millions de foyers détruits. Voici les caractéristiques de la maison CIMA. Maison préfabriquée comme toutes celles de Noisy. Entendez que ces éléments sont fabriqués en usine, puis assemblés sur le chantier. Fondation traditionnelle, ossature en béton armé, revêtement en aggloméré de fibres de bois traité au silicate et de ciment pour l'extérieur. Comme plancher, des dalles de béton ordinaire. La maison achevée, un rapport administratif est dressé. Puis on procède à la détermination des qualités d'isolation thermique et aussi de protection contre le bruit. Une telle série d'expériences aurait cependant été incomplète si on l'avait limitée aux seules réalisations françaises. Aussi, pendant que s'élevaient les premières maisons dues à nos constructeurs, des missions choisissaient-elles hors de nos frontières des modèles étrangers également préfabriqués. Et bientôt, on allait s'affairer à Noisy pour recevoir une invitée de taille. Le 10 octobre 1945, débarquait au Havre, tout un bloc de 12 tonnes, la maison canadienne Tercra. L'entrevoi du réseau français ne permettait pas le transport du gigantesque colis par chemin de fer. C'est par la Seine jusqu'à Pantin, puis sur remorque qu'il parvint à destination. Mise en place sur le soubassement préparé pour le recevoir, il n'y eut plus qu'à le déballer. Redresser les pans du toit, déplier les parois latérales, faire pivoter les cloisons intérieures, faire éclore enfin une maison tout entière achevée de la chrysalide qui avait traversé l'Atlantique. Si les expériences de Noisy se bornaient à l'étude des matériaux nouveaux, à celle des temps de montage et des prix de revient, elles seraient déjà fécondes. Mais il y a davantage. Plus rigoureuse que tous les essais de sécurité, plus concluante que toutes les démonstrations théoriques, une épreuve est imposée aux maisons cobayes de la reconstruction. Une épreuve qui commence aussitôt que la maison est achevée et se prolonge pendant des années. C'est l'épreuve de l'usage. En effet, et c'est peut-être le trait le plus remarquable de Noisy, les maisons, aussitôt en état de recevoir des habitants, sont louées à des sinistrés choisis par le comité de relogement de la commune, présidé par le maire et comprenant un représentant des services de la reconstruction. Sauf en Angleterre, où existe un centre du même ordre, et en Russie peut-être, car les informations manquent, aucun autre pays sinistré n'a tenté cette expérience avant d'adopter un plan de reconstruction générale. Le centre de Noisy revêt donc un intérêt qui déborde largement nos frontières. Dans ce coin de banlieue parisienne, écrasé par la plus atroce des convulsions de l'humanité, la France a repris sans se lasser son rôle traditionnel, montrer et ouvrir la voie qui conduira l'homme vers le bonheur et la douceur de vie. Voilà, donc là vous avez vu, c'est un extrait, on va dire, parce qu'il y avait, j'ai dû le regarder en entier moi pour vous faire cet extrait, il y avait 40 minutes de description de maison, fibrociment, etc. Donc je vous en ai mis que deux, la maison canadienne et la maison française. Et là l'idée en fait de cet élément, c'était vraiment de pouvoir travailler sur les matériaux et comme le disait la voix off à la fin, de travailler sur une amélioration des conditions de vie. Donc si on s'attarde donc sur la reconstruction dans les Vosges, on peut notamment citer facilement donc, tout le secteur de la place Pinault. Et ce qui est intéressant quand on travaille justement sur l'habitat
à partir donc, de cette époque, notamment dans les années 1950, enfin 1945-1950, c'est de se rendre compte qu'on a profité de la reconstruction pour ouvrir les espaces urbains. Par exemple, la place Pinault n'existait pas avant la guerre, c'était juste un croisement de rues. Que ce soit à Châtel, on va aussi ouvrir l'espace en ne reconstruisant pas devant l'église. À Charmes, on peut citer la place qui est actuellement devant la mairie, Jean-Ménil également, etc. Toutes les villes qui vont être sinistrées vont être des villes qui vont s'ouvrir de plus en plus, ce qui sous-entend donc que la population qui se vivait à l'intérieur du centre-ville, maintenant il y a trop de gens, on ne peut plus les faire rentrer dans le centre-ville. Donc ce qu'on va créer, ça va être ce qu'on appelle, vous l'avez tout en haut, des quartiers de compensation. Et c'est là que la nuance est importante, puisque ces quartiers de compensation permettent de reloger des sinistrés. Mais donc pour ça, on va construire des maisons sur des zones qui n'avaient pas encore été détruites. Donc concrètement, ce sont de la construction neuve. Donc dans le quartier de compensation de Châtel, voilà à quoi ressemblent ces petites maisons. Donc vous voyez, on reprend le modèle des cités ouvrières, on reprend le modèle de ce qu'on appelait les HBM, habitations à bon marché, pour créer donc toute une série de petites maisons similaires à proximité. Donc dans les zones rurales, la reconstruction va être un peu différente. Vous avez là dans le secteur de Jean-Ménil de très belles fermes de l'époque de la reconstruction, où vous le voyez, on a une grande partie en bois, puisqu'on est dans une période où on a assez peu de matériaux de construction, donc on va essayer d'économiser les matériaux au maximum. Et vous avez quand même une conservation des différents modules de la ferme traditionnelle, puisque vous avez bien ici la partie pour les animaux, l'engrangement, et la partie pour les hommes, juste ici à côté pour le logement. Un autre exemple ici, vous êtes à Bru, où vous retrouvez donc, ces différentes attributions, avec encore une fois une différence donc, de matériaux, l'utilisation du bois. Mais petit à petit, notamment, on va essayer d'améliorer l'hygiène, et notamment améliorer l'hygiène, sous-entend de séparer progressivement la partie travail, la partie des animaux, la partie d'engrangement, de la partie d'habitation. Donc parfois, on peut le faire un peu timidement. Par exemple, ici, vous êtes à Réancourt, donc un village qui a été brûlé pendant la guerre, où vous avez la partie habitation qui dépasse un petit peu, qui est mise en diagonale, très exactement, elle dépasse aussi sur le côté, de la partie engrangement agricole, dont les accès sont sur le côté. Et puis on va même parfois aller encore plus loin, où à Jean-Ménil, vous avez vraiment une séparation claire et nette des attributions, qui permet d'avoir le logement, et un peu plus loin, l'espace de travail. Donc entre les deux, c'est ce qu'on appelle un couloir coupe-feu, puisque vous êtes dans des villages qui ont été incendiés, donc qui ont gardé un certain traumatisme du feu, et donc on va essayer de séparer au maximum les activités aussi. Les années 50, bien entendu, on va en profiter aussi pour faire arriver l'eau dans les villes. Donc là, par exemple, vous avez la construction du château d'eau de Charmes. Je ne vous en ai pas tous mis, mais vous avez aussi, par exemple, en 64, le château d'eau de la Justice qui domine Épinal. Je reviendrai sur la Justice, rassurez-vous. L'idée, c'est de vous parler aussi, donc là, on va être vraiment dans la fin, de la crise du logement. Alors la crise du logement, elle a commencé quand? Elle n'a pas commencé après-guerre, elle a commencé avant-guerre. Et en fait, pour bien le comprendre, il faut se rendre compte que dans les années 1930, s'il n'y avait même pas eu de guerre, on aurait quand même eu cette crise du logement, parce qu'on avait déjà un problème de construction de logements dès les années 30, qui faisait que, dans tous les cas, avec l'augmentation de la démographie, on n'aurait pas eu assez de logements à un moment donné. La guerre va vraiment venir aggraver tout ça. Donc si on prend les pages du guide, du petit guide de sinistrés, ça nous explique pourquoi il y a une crise du logement. On nous explique qu'il y a 500 000 immeubles détruits, mais qu'on aurait dû construire 3 millions d'immeubles entre 1918 et 1939, et aussi qu'on a beaucoup de logements insalubres. Rappelez-vous, je vous ai montré tout à l'heure des photos de fermes vosgiennes, certaines sans eau, sans électricité, sur terre battue, etc. Nous sommes en 1945, il y a toujours des gens qui vivent dans ce genre de logement. Donc c'est des logements qu'on va considérer comme insalubres, et on va profiter de la reconstruction pour faire table rase et reconstruire tout ça. On nous parle que depuis 70 ans, on a 500 000 logements ruraux qui ont été abandonnés. Sous-entendu, donc cet exode rural, il est déjà très présent en 1945. Et on nous explique que les immeubles en centre-ville, ils auraient dû être construits pour accueillir justement toutes ces personnes. On a aussi un changement de mode de vie totalement là. C'est qu'autrefois, on avait une grande famille qui se réunissait sous le même toit, sauf que maintenant, en 1945, mais c'est un peu toujours vrai maintenant, c'est-à-dire que quand les jeunes sont en âge d'aller fonder un foyer, ils vont aller dans un autre logement. On va avoir les grands-parents qui restent dans leur logement et les enfants qui vont habiter dans un autre logement, ce qui veut dire qu'au lieu d'une maison, maintenant vous en avez besoin de autant qu'il y a d'enfants, plus celle des parents. Donc ce qui sous-entend qu'il va falloir construire. Alors si on regarde les immeubles insalubres, on a un inventaire du MRU qui va inventorier plus de 4000 immeubles jugés insalubres, avec donc nécessité d'intervenir dessus, notamment de pouvoir détruire des immeubles qui n'avaient pas été détruits par la guerre, pour pouvoir en profiter pour améliorer la qualité de vie et le confort.
Un exemple ici, à Rambervillers, vous avez le listing. Hein. On ne va pas s'amuser à regarder toutes les rues, mais là, vous avez un listing de tous les immeubles insalubres de Rambervillers à démolir. Donc on va en profiter du coup pour faire de la construction et notamment pour améliorer le confort. Donc, par exemple, si vous êtes ici à Épinal, vous avez donc tout le quartier gare avec ce qu'on appelle les buildings, généralement, les 4 tours qui sont construits donc, le long de la rue de Lattre. Et ces buildings, déjà à l'époque, quand ils ont été construits, c'était le top du top en termes de confort, parce que tout simplement, vous aviez du chauffage, vous aviez une chaufferie en bas, vous aviez de l'électricité, rien que ça déjà, c'était beaucoup. Et ça, on s'en rend compte si vous regardez les documents de l'époque, où ça vous vante qu'il y a de l'eau chaude dans ce bâtiment. C'est assez marquant. Autre exemple, ce sont ce qu'on appelle les Isaïes à Épinal, qui sont vraiment un élément remarquable, on l'a mis sur un des panneaux ici. Ces Isaïes sont des immeubles construits par l'État, c'est ce qui d'ailleurs nous donne le nom de Isaïe, puisque c'est immeuble sans affectation individuelle. Et ce qui veut dire que c'est donc l'État qui va récupérer un terrain, qui va construire des immeubles, et qui va ensuite en donner la gestion à l'Office public de l'habitat d'Épinal, qui va ensuite, lui, se charger de trouver les locataires. Donc la technique constructive, on va utiliser ce qu'on appelle du béton précontraint, que vous avez ici, qui était construit directement sur place par les ouvriers. Et qui représentait donc aussi le top du top en termes de modernité et de confort. Vous avez aussi tout ce qu'on appelle le programme de HBM, je vous en ai déjà parlé avant-guerre, avec les petits logements, donc soit d'Épinal Habitat, soit les cités-jardins peuvent être considérés comme des HBM, mais vous avez encore tout un programme de construction de ces différents HBM pour essayer de loger. Rappelez-vous, on a besoin de beaucoup de logements. Surtout que les années 50, c'est à l'époque du baby-boom, donc il y a énormément de bébés. Vous avez aussi une émigration qui commence à arriver. Vous avez ensuite, après, les rapatriés d'Algérie, etc. On a besoin énormément de logements. Donc là, par exemple, vous êtes à Épinal, sur le coteau de Chantraine, rue du Maroc et rue du Général Henri, où tout ce qu'il y a en rouge, ce sont des HBM qui vont être construits, notamment donc, dans le courant des années 50. Et en bleu, vous avez 3 immeubles qui seront construits un peu plus tard dans les années 50 pour accompagner ces immeubles. On peut citer aussi ceux-ci, que vous connaissez peut-être, qui sont sur le coteau derrière. Donc bien sûr, la ligne rouge ou verte n'existait pas à l'époque, hein, ça a été refait après coup, mais de base, ce sont donc des HBM. On en trouve aussi en milieu rural. Ici, vous êtes encore à Châtel-sur-Moselle avec ce qu'on appelle des Isaïes, les mêmes que les fameux Isaïes d'Épinal, sauf qu'eux, ils n'ont pas la même tête. Ce sont des petites maisons mitoyennes, comme ça, avec un toit en fibrociment, et avec donc, une façade ici, donc, qui donne côté nord, qui est donc côté... qui donne, sur c'est du fibrociment amiante. Les années 50 vont être aussi un âge d'or pour la construction de grands ensembles. Là, vous avez à partir de 55 le groupe Hélène. Le groupe Hélène, c'est ce qu'on appelle un logement économique et familiaux. Vous allez avoir plein d'appellations au cours de ces années 50. Hein. Les Lopofa, les Logeco, etc. Autre exemple, à Rambervillers, vous avez donc la création du groupe Clément, 19 appartements. Et si je vous ai mis l'article, c'est parce que ça nous dit ils auront pourvu de chauffage central et disposeront de l'eau chaude. Wow. Super confort. Et le groupe Hélène, c'était un investissement privé. Oui, c'est ça. C'est des investissements privés pour le compte, justement. C'est dans le cadre d'un programme de financement. Hélène, comme Lucien était là. Exactement. Autre exemple, ici, donc, vous êtes à Chantraine. Vous avez ce petit immeuble, 1958. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un Logeco, logement économique. Logeco, je ne sais plus exactement l'acronyme, pardon. Et c'est dans ces cadres-là qu'on va développer aussi des ensembles importants. Donc notamment, on va investir l'ancien terrain de l'armée, donc la Petite Mouche à la Viage, le Grand Champ de Mars, tout à fait. Et donc on va y créer donc, tout un système de logement avec, ici, vous le voyez sur cette photo, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une mixité entre du logement de petite taille, style pavillonnaire, et des logements immeubles pour essayer justement d'avoir cette mixité de population. On va retrouver ça aussi dans la justice. Donc la justice qui arrive donc, dans le courant des années 60 notamment, et qui s'installe donc, sur la colline, dominant Épinal, et qui au début, donc, il y avait énormément justement de personnes qui travaillaient, qui logeaient là, et qui du coup, c'était vraiment un quartier très très intéressant d'un point de vue technique, d'un point de vue architectural, avec donc, ces ensembles qui étaient vraiment le top de la modernité à l'époque, et on en a profité justement d'apporter vraiment des équipements collectifs à l'intérieur de ce quartier, que ce soit le gymnase, que ce soit énormément de choses comme ça, pour que ce quartier, qui se situe quand même sur une hauteur légèrement périphérie de la ville, puisse bénéficier justement de tous les services nécessaires. Un autre exemple, c'est au sud, cette fois-ci. Donc là, on va profiter de la désindustrialisation pour récupérer du foncier,
et construire un nouveau quartier. Donc là, c'est à partir de 1967. On va construire le quartier de Bitola. Donc là, vous avez l'usine David et Maigret, que vous connaissez peut-être sous le nom de Bragard. Et ici, il y avait une autre usine qui s'appelait l'usine Tival, SIVN, Beringer, elle a eu plein de noms dans son histoire, qui va donc fermer. Et donc tout le foncier de cette usine va être détruit et va être récupéré pour construire le supermarché et construire tout le quartier qu'on appelle aujourd'hui quartier de Bitola, pour, encore une fois, reloger tout le monde, puisqu'il y a énormément besoin de logement. Un autre exemple intéressant, c'est le quartier de la Boudenotte, à Épinal, donc il y a un quartier très intéressant. Donc voilà, on arrive dans l'histoire, hein, on continue, on progresse. On approche de l'an 2000 petit à petit. Donc là, vous avez un quartier plus récent. Ce qui est intéressant, c'est que ce quartier, justement, vous avez une différence architecturale. On ne construit plus comme dans les années 60. On va partir sur des ensembles qui sont plus petits. Et l'idée, c'est d'avoir une sorte de qualité de vie, puisqu'on va mettre une sorte de centre social au milieu, avec des animations, avec des personnes qui vont être chargées de faire vivre le quartier, pour pouvoir avoir quelque chose de très vivant. Dans le même temps, on va voir en parallèle, donc là cette fois-ci on est plutôt sur le secteur rural, des villages alentours qui commencent à accueillir des nouveaux habitants, puisque vous allez avoir ce qu'on appelle une sorte de... C'est pas l'exode rural, c'est un anti-exode rural, c'est-à-dire que cette fois-ci, les citadins, petit à petit, vont commencer à souhaiter aller vivre à la campagne, puisqu'on va vanter à cette époque ce qu'on appelait l'American Way of Life, c'est-à-dire avoir sa petite maison, son terrain, le chien, etc., la maison individuelle. Et donc, vous allez avoir le fleurissement, on va dire, de nombreux lotissements en périphérie, mais aussi de zones d'activité, puisque les commerces aussi vont se délocaliser progressivement. Je vous montre juste un petit exemple, hein, le secteur de la Voivre en 1955, et le secteur de la Voivre en 2025, avec donc toutes ces activités économiques, artisanales, industrielles, qui vont venir s'installer en périphérie des villes, tout simplement pour pouvoir bénéficier de la présence des axes de communication, notamment, vous l'avez juste là, la RN 57. Dans nos villages, on va avoir donc la création de lotissements. Par exemple, ici, vous avez l'un des lotissements de Longchamp, mais bien sûr, il y a des petites maisons qui fleurissent un peu partout. Autre exemple, juste là, Serqueur, avec le lotissement là, donc fin des années 70 notamment, qui est situé vraiment de l'autre côté de la rivière, donc c'est intéressant, ça fait quasiment deux villages l'un en face de l'autre. Bien sûr, Golbet, donc là, c'est beaucoup plus récent, je ne vous dis pas spécialement années 70, hein, vous avez tout le secteur là qui va être intégralement urbanisé, qui témoigne justement de l'accroissement de population qu'on va avoir dans le secteur de l'agglomération. Et voilà, les Blanchants, très exactement. Et vous allez aussi avoir, donc là je vous ai remis Desvillers en 1955 et Desvillers en 2025. On reconnaît rapidement le petit passage là, la petite route avec le petit arc comme ça, avec énormément de personnes qui vont venir essayer de vivre à la campagne, puisque c'est vraiment la mode, hein. Quand moi j'étais petit, tout le monde voulait avoir son pavillon, et c'est quelque chose qui va fleurir au détriment généralement des fois des centres-villes, notamment des villages, puisque vous allez avoir de plus en plus de bâtis anciens vacants. Donc ça va être un véritable problème pour l'avenir. Maintenant qu'on est dans la période vraiment courant 21e siècle, hein, on va quand même réfléchir à la manière d'habiter, notamment dans les grands ensembles qu'on a fait dans les années 50-60. On va faire ce qu'on appelle des projets de renouvellement urbain, le PRU, le NPRU notamment, avec la création donc, de immeubles plus petits. Donc là, vous êtes à la Justice. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, vous avez donc une tour ancienne qui permet de montrer le contraste avec des bâtiments plus récents. Donc vous êtes sur des ensembles de petites dimensions. Vous êtes sur des ensembles aussi où vous n'avez pas une façade droite, toute régulière comme ça, avec un travail architectural. Généralement, les parties communes, notamment les escaliers, sont placés ici en extérieur, ce qui permet aussi d'économiser du chauffage, puisque vous n'avez plus besoin de chauffer les parties communes. Séparés. Et surtout séparés. On a démoli 800 logements. Là. Très bien, donc 800 logements ont été démolis, je le dis pour tout le monde. Ce qui permet justement d'avoir des ensembles beaucoup plus qualitatifs en termes de qualité de vie. Autre exemple, sur le secteur donc, de la Viage, avec, vous voyez, le même type d'ensemble. Hein. Les parties communes extérieures non chauffées, vous les avez ici, entrée individuelle. On a essayé de favoriser aussi les balcons. D'ailleurs, vous pourrez par exemple les retrouver ici. Donc ça, c'est voilà, c'est les tout nouveaux bâtiments dans le quartier de Bitola, où on a essayé de faire un logement inclusif, c'est-à-dire un logement adapté aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, pour essayer encore une fois de favoriser une mixité de population. De même, tous les aménagements autour ont été modifiés, notamment pour les déplacements doux, déplacements cyclables, dans le but du coup d'améliorer vraiment la qualité de vie dans ces quartiers.
Dans nos campagnes, il y a un petit changement, on va dire. C'est que, si vous vous rappelez avant, je vous ai parlé du foin, des animaux, etc., etc. Mais de plus en plus, vous allez avoir les établissements agricoles qui vont se délocaliser vers l'extérieur. Là, je vous ai mis vos villes parce que c'est assez clair. Vous avez les fermes à l'extérieur du village. Et dans le centre-ville, vous avez de moins en moins de fermiers, concrètement. De moins en moins de fermiers. Ce qui veut dire que des bâtiments qui avaient été conçus à l'origine pour une vocation agricole vont donc perdre leur vocation agricole. Et donc, des anciennes fermes, des anciennes granges, des anciennes étables vont donc être réhabilitées pour servir de foyer. Voilà, je vous ai mis une ferme en périphérie. En parallèle, vous allez avoir une diminution du nombre d'agriculteurs exploitants, et donc vous allez avoir les terres agricoles qui vont donc se concentrer dans de moins en moins de mains différentes, ce qui fait que vous allez avoir nécessairement besoin de faire ce qu'on appelle des renombrements. Donc je vous ai mis un exemple ici, donc ça c'est Usemain. Donc Usemain on ne voit pas trop, mais en fait le village il est là, et tout ce que vous voyez ce sont des parcelles agricoles, et voilà ce que ça donne aujourd'hui les parcelles agricoles après remembrement. En gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'avant il y avait énormément de petites parcelles, notamment si vous regardez bien ce sont des parcelles très allongées. Pourquoi ? Puisque il fallait faire retourner le véhicule qui s'occupait de la moisson, donc ça c'était compliqué, donc on avait des champs très très allongés et très très fins. Alors que là, avec l'arrivée de plus en plus des techniques modernes d'agriculture, on va être sur des champs de formes différentes, qui vont donc être concentrés dans de moins en moins d'agriculteurs, puisque il y a de moins en moins de personnes qui font donc ce métier, ce qui veut dire que toutes les fermes du centre-ville vont donc finalement trouver des nouvelles vocations. Donc on va trouver ce genre de transformation. Voilà, quelques exemples, où vous avez donc la porte de grange qui va être reconvertie dans une autre occupation. Parfois, c'est moins beau. J'ai pas mis la commune pour pas stigmatiser. Ou même parfois, vous avez du bâti qui tombe en ruine. Donc là, vous avez une très belle ferme, vous voyez sa qualité architecturale, vous voyez les beaux décors au-dessus de la porte, mais on voit le jour à travers, concrètement. Donc ce qui pose la question du logement vacant que nous avons aujourd'hui en milieu rural, ce qui pose la question aussi de l'âme et de l'identité de nos villages, puisque finalement, qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations futures ? Bien sûr, on va avoir des restaurations et des entretiens qui sont assez jolis. Donc là, vous avez un exemple très joli de valorisation du bâti à Mazelet, ou même ici à Dompierre, avec une ferme qui est très bien entretenue et qui est vraiment très jolie. Et je voulais finir par vous montrer cet élément-là, puisque finalement, vous avez le côté moderne et le côté ancien, puisque vous avez une ferme où vous voyez qu'elle a été réemployée. Donc vous avez ici une porte piétonne, vous avez cette grande porte début 20e siècle avec son linteau métallique, et vous avez le 21e siècle qui est juste devant, avec le chargeur de la voiture. Donc je ne vais pas m'avancer sur l'avenir, puisque moi mon rôle c'est d'être historien, donc c'est de vous éclairer le passé, et ce sera les autres conférenciers qui vont vous proposer des pistes d'avenir pour la suite. Donc on a fait un petit topo, vous avez vu on est parti de très très loin pour arriver jusqu'à ici, j'ai dû faire pas mal d'impasses, donc je vous prie de m'en excuser, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. En attendant, je vous remercie pour votre attention.